Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre pour ce webinaire du mois de mai. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jérôme Malache pour cette session autour des recherches sur nos prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme d'habitude, comme chaque webinaire, je vous conseille de fermer tous les programmes qui ne vous servent pas, comme votre messagerie email par exemple, ou Dropbox. Mais montez le volume de haut-parleur, utilisez un casque si vous en avez un, ouvrez le panneau de contrôle du webinaire et prenez du papier et un stylo pour prendre des notes si vous voulez, mais sachez que cette session est enregistrée, donc vous pourrez la revoir à votre guise en ligne, gratuitement aussi bien sûr. Sachez que dans le panneau de contrôle, vous voyez ici, il y a une section questions. Donc vous pouvez écrire vos questions, je les lirai à la fin de la présentation et nous pourrons y répondre. Sachez aussi que après la présentation, j'annoncerai le nom d'un gagnant ou d'une gagnante qui remportera un abonnement annuel complet à MyHeritage. Alors, en quelques mots, MyHeritage est bien sûr votre site de généalogie en ligne sur lequel vous pouvez construire votre arbre généalogique, faire vos recherches dans une base de données qui contient actuellement plus de 18 milliards de données historiques. Et bien sûr, il y a aussi des tests ADN généalogiques, mais aujourd'hui, nous allons parler des prisonniers de guerre. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Jérôme Malache, généalogiste professionnel, spécialiste des archives militaires, qui est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de nos webinaires, par exemple sur la guerre de 1870 et sur la Commune de Paris. Mais aujourd'hui, je vais lui laisser la parole et il va nous parler des recherches autour des prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de participer à ce nouveau rendez-vous. Effectivement, nous allons parler d'un cas de figure, en tout cas d'un phénomène, d'un moment de l'histoire qui est proche, relativement proche de nous dans le temps. Enfin, je veux dire par rapport au sujet que tu évoquais et dont j'avais parlé l'année dernière, la guerre de 1870. Mais pour autant, et ça peut paraître un paradoxe, même si nous avons les uns ou les autres connu les acteurs de cette période, le, le grand-père, le grand-oncle qui a été prisonnier, l'ancien combattant prisonnier, eh bien, aujourd'hui, nous posons des questions et nous avons envie de reconstituer son parcours avec plus de précision, même si nous avons déjà quelques récits en tête. Nous avons envie, et c'est bien ça ce qui caractérise les généalogistes, nous avons envie de précision, nous avons envie de fixer un cadre, et nous allons essayer aujourd'hui de recenser les pistes, les sources qui sont à notre disposition. Alors, si le sujet est si important, c'est qu'il est le phénomène prend des proportions assez inhabituelles. Alors l'année dernière, j'ai promis de ne pas parler de 1870, mais juste une petite parenthèse. Nous étions déjà effarés de la quantité de prisonniers que les Allemands, dans les premiers temps du conflit, avaient pu faire. Ils avaient capturé énormément de monde, aussi bien à Sedan qu'au siège de Metz. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 1940. Alors, avant d'aborder le détail des sources et de passer en revue les institutions qui conservent des archives qui vont intéresser notre recherche, eh bien, un petit rappel, même si nous savons tous de quoi nous parlons, un bref rappel du contexte et des dates essentielles. Alors, après la drôle de guerre, après cette période qu'on a appelée la drôle de guerre entre la mobilisation générale, la déclaration de guerre, la mobilisation générale en septembre 1939, et puis ce calme apparent, cette inaction apparente, tout d'un coup, au mois de mai, les Allemands déclenchent l'offensive
sur notre territoire. Et ça va être très bref, puisque l'essentiel des actions se déroule entre le 10 mai et le 15 juin 1940. Et les redditions commencent, les redditions massives, des redditions d'unités entières commencent à partir du 16 juin. Petit rappel, Paris est déclarée ville ouverte le 14 juin. Et puis la demande d'armistice va suivre avec l'armistice qui date du 22 juin. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et contrairement à ce qu'on a pu dire ou lire, cette campagne de France n'a pas été une promenade de santé pour la Wehrmacht. Les Français, pardon, se sont défendus puisqu'on enregistre quand même des pertes qui s'élèvent à 70 000 tués du côté de l'armée française. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est le nombre immense, enfin le nombre hors d'imagination de prisonniers qui ont été faits par les Allemands. Et vous voyez le chiffre à l'écran, plus d'1,8 million Français sont prisonniers, dont 20 000 officiers. Alors, c'est sur ces profils-là que nous allons travailler aujourd'hui, et vous voyez que le chiffre lui-même, les chiffres, nous donnent le sentiment que, beaucoup parmi nous sont concernés par ce phénomène de près ou de loin. Alors, ces prisonniers capturés par les Allemands vont être répartis d'abord dans des fronts stalag, qui sont installés en France. D'ailleurs, certains prisonniers y resteront, mais la plupart du temps, ils vont être transférés dans des oflag. Là aussi, ce sont des mots que vous avez déjà entendus, que vous avez déjà rencontrés, mais nous développerons tout à l'heure. Les oflag, les camps de prisonniers pour officiers, et les stalag, camps de prisonniers pour les sous-officiers et les hommes du rang, c'est-à-dire les simples soldats. Nous verrons aussi la différence de traitement entre les officiers dans les oflag qui, en vertu des différentes conventions de Genève, ne travaillent pas. C'est tout le contraire pour les sous-officiers et les hommes du rang qui vont être amenés la plupart du temps à travailler et ça sera un élément important à prendre en compte dans nos recherches. Un petit point aussi avant d'aborder le panorama des sources et des archives à notre disposition, la nomenclature des camps. Alors elle est importante parce que quand nous allons travailler là-dessus, nous allons brosser un contexte, nous allons brosser une toile de fond, nous allons essayer de comprendre un petit peu quel a été le parcours du prisonnier, justement. C'est le sujet, c'était l'intitulé du webinaire, et dans quel contexte a évolué le prisonnier. Je vous indique tout de suite deux pages, tout simplement Wikipédia, sur lesquelles vous allez trouver les informations, des informations de base et même des informations un peu plus développées. L'une des pages s'intitule Les fronts stalag en France, tout simplement. Et puis l'autre page s'intitule La liste des camps de prisonniers de guerre du Troisième Reich, et qui répertorie oflag et stalag. Donc ça donne une première vision, une première répartition, et puis vous voyez qu'il y a certains liens qui sont enrichis et vous pouvez trouver des informations que par ailleurs on va essayer de trouver nous dans des fonds d'archives, mais ça peut vous donner une première idée. Là par exemple, je vous ai pris la page d'accueil de Wikipédia sur les fronts stalag en France, et on voit que, par exemple, le front stalag 112 était installé à la Seine-Saint-Cloud. On y reviendra peut-être, mais enfin, notez-le. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va en reparler.
Comme toujours, nos recherches dépendent des renseignements, des éléments de départ dont nous disposons ou dont nous croyons disposer. On est plus ou moins, alors là, c'est une constante en généalogie, nous ne sommes pas à égalité vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de la mémoire familiale, vis-à-vis des archives familiales ou de ce qui nous a été transmis, directement ou indirectement. Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre comme hypothèse que nous partons de zéro info. C'est encore la meilleure méthode pour passer en revue toutes les sources et tous les archives que nous allons devoir ou pouvoir consulter. Alors, parfois, nous nous adresserons à des organismes, des institutions détentrices de ces archives, qui feront les recherches à notre place, ou alors qui ont mis en ligne des outils qui vont nous permettre d'avoir en quelques clics une réponse, positive ou négative, mais d'autres fois, il va falloir nous rendre aux archives dans différents services, et puis ça sera à nous de tracer notre chemin comme d'habitude, en posant les éléments petit à petit, en faisant œuvre d'organisation, mais enfin, vous connaissez ce travail. Détaillons-le maintenant. Nous avons vu qu'il y a deux grandes catégories de prisonniers. Éliminons, si j'ose dire, évacuons la question de la minorité constituée par les officiers. Les officiers, vous le savez, quelles que soient les époques, quand vous avez mené des recherches sur des profils militaires, les officiers, c'est toujours un petit peu plus facile que pour le reste de la troupe, puisqu'en général, nous avons des dossiers individuels qui regroupent les informations dont nous avons besoin. Et les officiers de 39-40 qui ont été faits prisonniers n'échappent pas à cette règle. Bien entendu, ils disposent d'un dossier individuel. Compte tenu de la tranche chronologique, ce dossier est classé en sous-série 8YE, 8YE du cadre de classement des archives de l'armée de terre au service historique de la défense, au château de Vincennes. Comme vous le voyez à l'écran, les inventaires sont en ligne, donc vous pouvez déjà rechercher la cote du dossier qui correspond à l'officier dont vous essayez de retracer le parcours. Et en général, ce dossier sera suffisamment complet, explicite, pour nous parler de la captivité de l'officier en question, puisque cette fourchette cette sous-série du cadre de classement des dossiers individuels d'officiers porte jusqu'à 1960, donc c'est vraiment la tranche d'âge des hommes qui soit ont quitté le service immédiatement après la guerre et après leur libération, soit ont continué un petit peu leur carrière, mais c'est en GR 8YE que vous trouverez l'information. Ce qui n'interdit pas, après, de poursuivre, comme pour les hommes de troupe, dans d'autres fonds que nous allons envisager tout à l'heure. Mais d'emblée, et de façon très simple, vous aurez, sous la forme d'un dossier unique, la plupart des informations dont vous avez besoin. Pour la grande masse qui compose l'armée, qui compose nos prisonniers de guerre dans ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous allons avoir recours à un document que vous connaissez bien les uns et les autres, c'est la fiche matricule. La fameuse fiche matricule, je reviens pas sur les critères, enfin si j'y reviens en deux mots, la fiche matricule dans le bureau du recrutement qui correspond au domicile du conscrit dans l'année de ses 20 ans, voilà, et qui est conservée aux archives départementales. Un point, la plupart du temps,
lorsque vous travaillez sur un ancien combattant de la guerre de 39-40, la fiche matricule n'est pas numérisée. Alors, quelques-unes sont numérisées parce que jusqu'à la classe... Alors, les fiches matricules ont été numérisées, vous le savez très bien, systématiquement pour toutes les classes qui ont été mobilisées pendant la Première Guerre mondiale. Or, c'est-à-dire jusqu'à la classe 1921. Or, des hommes qui avaient fait la Première Guerre mondiale ont été mobilisés en 1939. Ces fiches-là, bien entendu, comme l'exemple que nous avons sous les yeux, c'est un homme de la classe 1921, eh bien ces fiches-là, vous les trouvez en ligne. Mais la plupart du temps, vous allez devoir vous rendre aux archives départementales. Parfois, vous aurez la chance d'avoir les répertoires alphabétiques en ligne. Vous pourrez déjà repérer le numéro matricule du soldat. Mais quoi qu'il en soit, il faudra aller aux archives départementales pour consulter la fiche. Dans certaines circonstances, vous pourrez peut-être l'obtenir par correspondance, mais enfin, préparez-vous à aller en salle de lecture. Préparez-vous aussi, surtout, à être confronté à l'application du délai de 120 ans. Le délai de 120 ans à compter de la naissance, de l'année de naissance du soldat. Ce qui revient à dire que les fiches matricules sont incommunicables en deçà d'un délai de 100 ans. Puisqu'elles correspondent à la 20e année du conscrit. Mais sachez aussi que, premièrement, ce délai calculé à partir de l'année de naissance est contrebalancé par le délai de 25 ans calculé à partir du décès du personnage. Et puis, de toute façon, dans tous ces cas, on obtient très très facilement la dérogation pour consulter ces fiches matricules. Donc, ça n'est pas un obstacle. Certains services d'archives mettent en avant ce délai de 120 ans, mais sachez que le système est très souple et que même si vous devez formellement faire une demande de dérogation, vous l'obtiendrez très facilement. Alors, c'est sur cette fiche matricule que vous allez trouver les éléments essentiels, les éléments indispensables qui vont vous permettre de poursuivre les recherches. Vous le voyez par exemple avec la fiche de ce Casimir Auguste Brière. Dans le pavé qui est dévolu aux détails des services et mutations diverses, vous trouvez les informations dont vous avez besoin. C'est-à-dire que au moment de la mobilisation, il a été affecté dans telle unité, et ça c'est fondamental parce que vous en aurez besoin pour exploiter les sources que nous allons passer en revue tout à l'heure. Là, par exemple, on voit qu'il a été affecté au 423e régiment de pionniers. Il a été fait prisonnier à Bruyères dans les Vosges le 2 juin 1940. Et puis, il a été interné au Stalag 4A. On apprend aussi qu'il a été placé en congé de captivité le 6 janvier 1943. Dans d'autres cas, nous allons trouver sur d'autres fiches toujours ce même type d'informations. Là, vous voyez que les informations se trouvent toujours au même emplacement sur la fiche, mais comme pour la génération d'avant qui a été mobilisée pendant la Première Guerre mondiale, nous avons des petits morceaux de papier qui ont été recollés, etc. Mais l'essentiel pour nous, c'est surtout d'avoir la date de la capture, ça nous sera très utile, l'unité à laquelle appartenait le prisonnier, et puis le camp vers lequel il a été envoyé. Vous voyez en haut à gauche que le personnage a été interné dans un front stalag, c'est le front stalag 112 dont nous parlions tout à l'heure, alors que en bas à droite, nous avons un soldat qui a été interné au stalag 2A, 2 en chiffre romain, et qui a été rapatrié
en avril 1945, c'est-à-dire qu'il a passé tout le temps de la guerre interné, comme un grand nombre de nos prisonniers. Le numéro du camp, c'est un élément important, je l'ai dit. Nous allons, juste un mot sur la nomenclature, et d'ailleurs on trouve cette information sur les pages Wikipédia que je vous ai montrées. Cette nomenclature, elle est très simple pour les camps répartis dans le Reich, les camps répartis en Allemagne et en Autriche. Le numéro en chiffres romains correspond tout simplement à ce que nous appellerions une région militaire, une circonscription militaire. Bien, ça c'est une chose. Et puis la lettre désigne le camp lui-même. C'est comme ça que vous pouvez faire un premier repérage, à la limite, pour vous dire, bah tiens, le grand-oncle était dans la région de Dresde, puisque le camp porte l'intitulé 4, suivi d'une lettre, quelle qu'elle soit. Bon, ça c'est une chose qui a son importance. Mais sachez aussi que nous allons pousser les recherches un peu plus loin, et qu'il est, je l'ai évoqué tout à l'heure en commençant, la plupart du temps, les prisonniers travaillent. 9/10, grosso modo, d'après les évaluations, des prisonniers français ont travaillé. Alors, soit sur des chantiers, comme des chantiers de travaux publics, souvent en usine ou dans des mines. Grosso modo, la moitié. Et l'autre moitié a travaillé dans des fermes agricoles. Donc, formellement, administrativement, le prisonnier est rattaché à un camp, alors le Stalag 3C ou quelque chose comme ça. Mais dans la pratique, il ne vit pas forcément dans ce camp, il est rattaché à un commando de travail, et si l'on veut travailler sur le parcours et dresser quand même, enfin faire œuvre d'historien, faire œuvre de mémoire, eh bien il va falloir rentrer dans le détail pour savoir quelle était exactement la situation de notre ancêtre prisonnier de guerre, et sachant que selon son affectation, selon son affectation, la situation change du tout au tout. C'est le jour et la nuit entre certaines affectations, et ça sera un élément, pour ceux qui veulent pousser plus loin les recherches, ça sera un élément vraiment à prendre en considération. Mais pour en finir avec la fiche matricule, nous allons avoir aussi des fiches matricules qui se présentent sous cette forme. Et nous voyons ici, on est toujours dans le même pavé central qui est censé contenir les informations essentielles. Eh bien, nous voyons que le personnage a été fait prisonnier le 23 juin 1940 à Crépé qui est proche de Nancy, qu'il a été libéré et qu'il est rentré en France le 19 mai 1945, qu'il a été hospitalisé. Bref, mais rien sur le camp, rien sur l'internement, et contrairement à ce que nous venons de voir sur les fiches. Donc, si la fiche matricule est incontournable, on doit vraiment la rechercher avant toute chose pour pouvoir déclencher la suite de nos recherches. Puisque on ne peut pas partir dans le vague en disant, voilà, je sais que mon grand-oncle était prisonnier en Allemagne. Bon, très bien, d'accord, mais quel est précisément son état civil, quelle est précisément l'unité dans laquelle il servait, etc. Néanmoins, cette fiche matricule, si elle est incontournable, elle peut ne pas apporter tous les renseignements. Alors, maintenant, tournons-nous vers les autres sources à notre disposition pour compléter notre recherche. D'abord, les listes de prisonniers.
Ça sera notre premier réflexe. Les listes de prisonniers, d'autant plus qu'elles sont disponibles sur Internet. Alors, sur Internet, sur des sites qui ont répertorié dans des bases de données ces listes de prisonniers, et si vous êtes abonné à l'un de ces sites, c'est très facile d'avoir accès à l'information, puisque là, vous n'avez qu'un nom à rentrer dans un champ, un prénom, et ensuite, en fonction des informations, vous ferez le tri entre les homonymes possibles. Alors, ces sites, vous les connaissez tous, hein, c'est Philae, et puis c'est MyHeritage aussi, qui a constitué une base de données à partir de ces listes de prisonniers. Mais ces listes de prisonniers, vous les trouvez aussi sur Gallica. Elles sont accessibles sur Gallica. La recherche sur Gallica, vous la connaissez, c'est toujours un petit peu plus compliqué que de taper simplement un nom dans une base de données. Alors, les informations de l'époque, eh bien, les voilà. Elles proviennent de ces listes qui ont été publiées, alors une centaine, hein, entre août 1940 et juin 1941, qui étaient publiées par le Centre national d'information sur les prisonniers de guerre, mais sur la base de renseignements fournis par les autorités allemandes. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Eh bien, par exemple, dans l'idéal, quand on a rencontré une fiche matricule comme la dernière que nous venons de voir, qui ne porte pas d'informations au sujet du lieu d'internement du prisonnier, eh bien, cette liste pourrait nous apporter des précisions. Mais on va voir que ça n'est pas systématique. Alors, voilà, on a une liste sous les yeux. Vous voyez que sur la première ligne, Hippolyte Herbault, eh bien, on a son état civil résumé, en tout cas date et lieu de naissance, c'est ce qui nous permet de faire le tri entre les homonymes, l'unité dans laquelle il servait au moment de sa capture, et on voit le numéro 124, 124 tout seul, c'est un numéro de Frontstalag. En revanche, vous voyez pour les lignes suivantes, la nomenclature que nous venons de décrire, avec Stalag 12 en chiffres romains et A, la lettre A en capitale. Donc ces listes, là encore, c'est une démarche qui peut ne pas être, qui peut ne pas vous apporter toutes les réponses souhaitées. Pourquoi? Eh bien parce que au tout début, dans les premiers numéros, vous l'avez peut-être déjà expérimenté si vous avez fait cette recherche, eh bien les toutes premières listes qui ont été publiées n'indiquaient pas les camps. Vous allez avoir simplement date de naissance, lieu de naissance, grade et unité. Alors, bon, quand vous partez d'une fiche matricule qui ne mentionne pas le camp, le passage par la case liste de prisonniers ne comble pas vos attentes. Néanmoins, pensez-y, c'est quand même une démarche importante, d'autant plus que vous verrez parfois des distorsions entre les informations figurant sur la fiche matricule et les informations de la liste de prisonniers, avec des stalags différents. Ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur ici ou une erreur là. Ça peut être tout simplement que le prisonnier a été successivement interné dans deux camps différents. En tout cas, vous prenez l'information en compte et cette recherche, là encore, moi je la place de toute façon comme recherche incontournable puisque elle est facilement accessible, elle est en ligne, donc ne passez pas sur cette étape, même si vous vous dites j'ai déjà toutes les informations dans la fiche matricule, voire même dans le dossier d'officier du grand-oncle. Deuxième étape, c'est le service historique de la défense, le SHD, à Caen. Vous savez que le service historique de la défense comprend différents centres de consultation et d'archivage. Le centre de Caen, qui s'appelle la division des archives des victimes des conflits contemporains, conserve les archives qui intéressent notre sujet d'aujourd'hui. Alors, les archives des victimes des conflits contemporains, ce sont, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont aussi bien les déportés, les internés résistants, mais bien sûr les prisonniers de guerre.
Alors, les archives qui concernent les prisonniers de guerre qui sont conservés à Caen, elles proviennent de différentes sources. D'abord, un fichier national avait été constitué dès 1940. C'est un fichier qui a été enrichi, alimenté pendant tout le conflit, jusqu'au rapatriement, les hospitalisations, etc., avec au fil du temps des documents qui sont venus gonfler les dossiers, mais là aussi on a des dossiers plus ou moins denses. Une autre catégorie de fonds conservés par Caen, par le SHD à Caen, c'est le fichier allemand, des fiches qui avaient été établies par la Wehrmacht. Alors de différentes natures, inutile de rentrer dans le détail. Vous savez de toute façon que, ou si vous ne le savez pas, eh bien je vous l'apprends et j'insiste sur ce point, lorsqu'on veut effectuer des recherches en salle de lecture au SHD de Caen, on interroge d'abord le service à distance, c'est-à-dire que vous envoyez un mail en posant vos questions, en expliquant que vous recherchez tel prisonnier, et c'est là où il faut déjà, pour bien poser sa question, pour être précis dans sa demande, c'est là où vous devez avoir accompli les premières étapes que nous venons d'envisager. Vous devez être très précis sur l'état civil du prisonnier, vous devez être très précis sur l'unité à laquelle il appartenait, et si possible, si vous savez dans quel stalag ou dans quel front de stalag il a été envoyé. Votre demande doit être vraiment aussi détaillée que possible. Et c'est le service lui-même qui vous répondra, qui fait les recherches dans ces inventaires auxquels nous, lecteurs, nous n'avons pas accès, qui fait ces recherches et qui vous dira, voilà, nous disposons d'un dossier au nom du personnage, et vous pouvez venir, nous vous invitons à venir le consulter en salle de lecture. Parfois, quand il y a peu de documents, vous pourrez obtenir à distance des copies des pièces en PDF. Mais ce que je suis en train de vous décrire, le processus que je suis en train de vous décrire, est toujours en vigueur aujourd'hui, mais demain, un grand pas risque d'être accompli, un grand pas en avant. C'est la bonne nouvelle. Et c'est le scoop que je vous annonce aujourd'hui. Enfin, peut-être que certains ont déjà entendu ce bruit, mais ou certains ont déjà remarqué en allant sur le site du service historique de la Défense, dans la partie des inventaires, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait une ébauche de présentation de l'inventaire de la sous-série AC, donc archives de Caen 21P, qui est une des catégories de ces fiches de prisonniers conservés à Caen. Alors, quand vous cliquez sur le dossier individuel de un tel, pour l'instant, vous n'avez pas encore de référence précise, et puis vous n'avez pas, bien entendu, accès à ce dossier. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que la numérisation a commencé. La numérisation de ce fonds a commencé, et de tous les fichiers qui concernent les prisonniers, Mémoire des hommes et engage ce travail. Alors, quand est-ce que les archives seront disponibles sur le site Mémoire des hommes, sur le portail Mémoire des hommes que vous connaissez bien? Probablement en 2023. En tout cas, c'est ce qui a été, c'est ce qui se dit, c'est ce qui a été annoncé. Mais bientôt, vous n'aurez plus simplement qu'à aller, même pas sur le site du SHD pour vérifier si un dossier existe. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire, hein, pour vérifier si un dossier existe au nom du personnage que vous recherchez, du prisonnier. Mais probablement l'année prochaine, vous aurez toutes les informations en quelques clics en vous connectant sur Mémoire des hommes. Bon, ça, c'est demain. Pour l'instant, continuez à faire votre demande la plus détaillée possible en adressant un mail au service historique de la Défense à Caen, dont les coordonnées figurent sur le site du service historique de la Défense. Vous les avez vues sur l'écran précédent. Une autre démarche incontournable, et une démarche, pour le coup, qui se fait à distance. Tout à l'heure, je vous disais en commençant
certains organismes, certaines institutions, des institutions détentrices d'archives feront elles-mêmes la recherche et vous communiqueront les éléments qu'elles conservent. Eh bien, c'est le cas des archives du Comité international de la Croix-Rouge. Alors, contrairement aux fonds qui concernent la Première Guerre mondiale, les archives qui concernent les prisonniers de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été numérisées. Elles ne sont pas accessibles directement, mais par l'intermédiaire d'une demande que vous faites en ligne sur un formulaire, mais le gros écueil et le gros problème, la grosse frustration que rencontrent les généalogistes, eh bien, c'est que ce formulaire n'est pas en ligne en permanence, tout simplement parce que les archives du CICR n'ont pas assez de personnel pour traiter toutes les demandes et comme vous le voyez sur cet écran, le formulaire a été fermé, le quota trimestriel avait été atteint. La dernière fois que le formulaire a été mis en ligne, c'était le 16 mai. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette démarche auprès des archives du CICR, allez prendre l'information sur la page en question. Notez bien la date, collez un post-it sur votre réfrigérateur ou créez une alerte, je ne sais pas comment, mais le jour J, soyez la première ou le premier devant votre ordinateur parce que le quota est très vite atteint. Et donc, remplissez le formulaire avec toutes les informations, là encore, et ça prendra le temps que ça prendra, mais les archives du CICR vous répondront. Et toutes ces démarches, tous ces renseignements que vous avez collectés jusqu'à maintenant, une petite partie de renseignements indispensables, mais assez succincts, en fin de compte, dans la fiche matricule. Les renseignements peut-être plus denses du service historique de la Défense à Caen, les renseignements du CICR, tout ça va commencer à dessiner un parcours, va commencer à préciser un parcours, et nous allons continuer notre chemin comme ça, dans d'autres fonds auxquels on ne pense peut-être pas d'emblée. Et cette fois-ci, le cheminement va nous conduire aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, dans la sous-série F9 des Archives nationales. Alors, vous avez un certain nombre d'instruments de recherche en ligne qui vont vous permettre, dans un premier temps, de préparer votre recherche et votre venue aux Archives nationales. Et là, souvent, on va plus travailler sur le contexte. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver des informations, que vous ne puissiez pas trouver des informations qui concernent un personnage précis. Ça peut très bien arriver dans ces fonds qui, en fin de compte, sont issus de différents organismes, essentiellement de la direction du service des prisonniers de guerre, comme on le voit ici, du service diplomatique, la mission Scapini, et on va y revenir sur cette mission Scapini. Mais vous y trouverez beaucoup d'informations sur les camps eux-mêmes. Et là, c'est avec ces renseignements que vous allez essayer de brosser une toile de fond, de travailler sur le contexte, comme on le disait tout à l'heure, d'essayer de comprendre un petit peu, d'étoffer vos connaissances sur ce parcours de prisonnier. Alors, les dossiers en question, par exemple, si je vous parle des rapports de visite, ils sont classés par camp. Donc, vous voyez, on revient un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. Faisons les choses dans l'ordre. Si vous recherchez un camp, c'est parce que vous avez déjà trouvé l'information, vous êtes en possession d'un renseignement précis. On a de la correspondance aussi relative aux prisonniers, des questions de rapatriement, etc. Je vous engage fortement, une fois que vous avez accompli les premières étapes de votre recherche, à vous tourner, à aller dans la salle des inventaires virtuels, dont nous voyons une copie écran là sous nos yeux, et à déjà peut-être un peu dégrossir grâce aux inventaires qui sont en ligne, en ayant en ligne de mire cette sous-série F9
pour travailler sur ces fonds et essayer d'y trouver un complément d'information. Alors, on parle de service diplomatique des prisonniers de guerre. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais qui dit diplomatie, vous voyez, déjà ça vous met la puce à l'oreille. Et nous allons trouver des fonds aussi qui sont vraiment complémentaires et pratiquement de même nature que ceux conservés à Pierrefitte. Et je dirais même que un échec ou peu de choses trouvées à Pierrefitte devrait nous engager à poursuivre notre recherche aux archives diplomatiques de la Courneuve, dans le fonds Georges Scapini. Alors Georges Scapini, justement, il avait été nommé c'était un aveugle de guerre, hein, un grand invalide de guerre de la Grande Guerre. Il avait rang d'ambassadeur de France et il avait été nommé par le maréchal Pétain pour aplanir toutes les questions relatives aux prisonniers de guerre, parce que nous avons parlé de ce chiffre, de cette quantité, de ce nombre démesuré, plus d'1,8 million prisonniers, qui représentent des enjeux, un chantage de la part des Allemands, bien entendu, puisque ça représente de la main-d'œuvre pour nous, mais ça représentait surtout de la main-d'œuvre pour les Allemands. Et donc un levier de chantage. Et qui dit chantage en quelque sorte, chantage diplomatique, dit négociation, etc. Et d'où cette mission Scapini. Or, il se trouve que le Georges Scapini, vous trouverez assez facilement son parcours, mais il avait conservé ces archives qui se retrouvent dans les papiers d'agents, qui sont classés dans les fonds d'archives privés au Centre des archives diplomatiques de la Courneuve. La cote, c'est le fond, mais peu importe, mais c'est le CUT 161 PAP. Et vous allez trouver, là encore, des renseignements à la fois sur les prisonniers, avec un accès alphabétique par les prisonniers, et qui correspondent à des recherches de prisonniers à la demande des familles, ou alors des demandes de rapatriement introduites par le prisonnier lui-même. Donc on aura un classement par les noms de prisonniers, et puis on aura aussi, là encore, comme nous l'avons vu aux Archives nationales, un classement par camp, avec aussi toute la question des morts et des disparus, des morts en captivité, et d'ailleurs le nombre est important, morts et disparus, c'est à peu près 50 000 prisonniers français qui ont été dans ce cas. Et je ne dis pas que cette recherche apportera systématiquement des réponses à vos questions, mais dans l'idée de compléter un parcours complet pour essayer de faire ressurgir la mémoire du prisonnier sur lequel vous travaillez, eh bien, voilà, ces fonds qui sont répartis entre Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, la Courneuve, Archives diplomatiques, eh bien, il faut les prendre en considération. Vous avez un inventaire disponible en PDF sur le site des archives diplomatiques. Et puis, pour terminer, beaucoup d'entre vous connaissent les archives d'Arolsen, ce service qui avait été mis en place pour retrouver les victimes du nazisme. Alors, ce n'est pas l'institution à laquelle nous allons d'emblée faire appel s'agissant de prisonniers de guerre. La plupart n'ont aucun dossier, n'ont aucune pièce les concernant dans les fonds d'Arolsen. Nous allons trouver à Arolsen surtout des déportés, que ce soit
les juifs, que ce soit les politiques, etc. Mais les prisonniers de guerre passent normalement par des circuits qui n'ont pas vraiment laissé de traces. Sauf que, de toute façon, cette recherche se fait très simplement en ligne. Et pour ceux qui connaissaient les archives d'Harolsen depuis longtemps, vous savez qu'il y a quelques années encore, il fallait s'adresser par correspondance, etc. La recherche était longue et compliquée. Maintenant, il suffit d'interroger, de se rendre sur le portail et de faire une recherche nominative. Et par exemple, dans le cas de notre prisonnier, vous vous souvenez de la première fiche matricule que nous avons vue de Casimir Brière, qui est né le 25 février 1901, nous retrouvons quelques pièces dans les fonds d'Harolsen qui complètent son parcours. D'ailleurs, nous avions pu remarquer, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait vu qu'il avait été, sur sa fiche matricule, qu'il avait été interné au Stalag 4A, mais en fin de compte, dans les listes de prisonniers, nous trouvions une information contradictoire. Alors, était-ce une erreur? Il aurait été interné au Stalag 7A et ensuite au 7B. Et puis surtout, nous avions remarqué qu'il avait été libéré plus tôt que beaucoup d'autres. Il était rentré de captivité en janvier 1943. Et là, avec ce document des archives d'Harolsen, nous voyons qu'il a été hospitalisé, raison pour laquelle, quelques pièces se retrouvent dans les fonds réunis par les archivistes d'Harolsen à propos des victimes du nazisme. Cette circonstance particulière fait que nous pouvons compléter avec un document supplémentaire, avec une information supplémentaire, cette hospitalisation en 1941 dans l'hôpital régional, voilà, qui est localisé, etc. C'est un petit élément en plus qui vient compléter nos recherches. Et nous savons tous que en matière de recherche généalogique et biographique, c'est l'affaire de petits éléments, de pièces d'un puzzle que nous tentons de réunir, et chaque document a son importance. Alors, nous arrivons à la fin de cet exposé. Nous sommes passés par un document indispensable, alors que certains jugeront insuffisant dans certaines circonstances, je le reconnais volontiers, mais en tout cas, un document indispensable qui sont des archives militaires à proprement parler, des états de service pour un officier, une fiche matricule pour un non-officier. Et puis, nous avons balayé des catégories de sources. Alors, on en a passé 6 en revue, qui sont plus ou moins faciles à consulter, qui sont plus ou moins interrogeables directement, en ligne, parfois pas. Mais, à mon sens, il n'y a pas de hiérarchie. Tout dépend de la façon dont vous dirigez vos recherches. Et il n'y a pas de hiérarchie. Elles sont complémentaires et elles vont vous aider à avoir une idée, non pas globale, mais plutôt justement détaillée, une idée du parcours de votre ancêtre. Souvenons-nous, alors là, on travaille sur les archives, on travaille sur des données, on travaille aussi sur des témoignages, on peut travailler sur des témoignages. Le souvenir, c'est aussi activer la mémoire. Et la mémoire, eh bien, souvenons-nous que les captifs en 1945, quand ils sont rentrés, ils avaient une mauvaise image. D'abord, il y avait une atmosphère parfois délétère dans les camps. Les querelles politiques s'étaient immiscées. Celles qui avaient lieu dans la France occupée avaient lieu aussi dans les camps. Et puis, les officiers, cette défaite, cette étrange défaite, pour paraphraser Marc Bloch, de 1940 avait laissé un goût particulier et une mauvaise image des officiers.
Raison pour laquelle des associations se sont créées timidement et que, par exemple, en ce qui concerne les officiers, pendant longtemps, il n'y a pas eu d'association nationale, mais quelques petites associations dispersées et une association nationale n'a été créée qu'en 2006, hein, l'association nationale Mémoire et Avenir. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle a été créée à la chapelle française de Soest, qui est le vestige du camp de l'Oflag 6A. Mais vous pouvez trouver éventuellement de ce genre d'association. Vous pourrez y trouver des informations complémentaires d'une autre nature qui vous ouvriront votre recherche sur une autre dimension en vous tournant justement vers ces amicales, vers ces associations. Mais enfin, de ce point de vue-là, je crois que Elisabeth pourra nous renseigner bien mieux que je ne le ferai, puisqu'elle a poussé une recherche sur le parcours de captivité de son grand-père très très loin dans l'analyse et dans la multiplication des sources. Voilà. Quant à moi, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie, mais je reste là pour répondre à vos questions. Merci Jérôme. Cet exposé très détaillé. Nous allons passer, avant de passer aux questions, je vais d'abord annoncer le nom du gagnant. Donc, félicitations Madame Marlène Gérard. Je vais vous contacter par email. Donc vous avez remporté un abonnement complet à MyHeritage pour une année, donc qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Donc félicitations. Je vous rappelle que vous pourrez voir la session, cette session, donc l'enregistrement sera mis en ligne peut-être dès demain sur notre base de connaissances et sur le site anglais de Family Tree Webinars. Donc vous pourrez revoir la session à votre guise gratuitement, il n'y a pas de limite de temps. Et le prochain webinaire aura lieu le 28 juin. C'est aussi un mardi à la même heure. C'est moi qui le présenterai donc sur les différentes façons de visualiser votre arbre sur MyHeritage. Donc nous verrons ça ensemble. Alors je voulais aussi rappeler, donc Jérôme l'a dit, que dans la base de données de MyHeritage, vous avez effectivement accès aux listes de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'on passe en fait la recherche, passons sur Philae. Et puis aussi, sachez que si donc avec votre arbre sur MyHeritage, vous connaissez le système des correspondances avec les données, ce que nous appelons les record matches. Ce système de correspondance fonctionne aussi avec les archives d'Arolsen. Donc vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez reçu une correspondance avec ces archives. Jérôme l'a mentionné et vous pouvez le lire dans le blog de MyHeritage si vous ne l'avez pas déjà lu. J'ai effectivement retracé le parcours de mon grand-père qui était prisonnier au Stalag 10B. C'est une recherche assez particulière parce qu'en fait, je voulais retrouver la famille pour laquelle il avait travaillé dans une ferme et avec qui il était resté en contact pendant des années, contact épistolaire, mais comme il s'est suicidé dans les années 70, quand j'avais 4 mois, c'était un sujet tabou, personne ne voulait en parler, personne ne se rappelait le nom de famille, ça n'intéressait plus personne. Donc ça m'a pris effectivement quelques années avant de retracer son parcours, de retrouver la famille. Et dans ce dernier billet du blog, je raconte justement la visite dans la famille qui a eu lieu donc en 2015 et j'y retourne d'ailleurs avec toute ma famille au mois de juillet cette année. Donc je vous invite à lire ce parcours dans le blog de MyHeritage. Vous voyez ici le lien du billet, mais si vous allez sur le blog et vous tapez prisonnier de guerre, vous allez facilement retrouver ce billet. D'ailleurs, autre chose qui peut être très utile pour mieux connaître le contexte du stalag, quand moi je suis allée sur place, dans ce stalag, il y a un centre de mémoire et un centre d'études où j'avais pu acquérir ce livre qui est un gros pavé. Alors c'est en allemand,
Mais aujourd'hui, avec les applications de traduction sur nos téléphones, c'est incroyable. Il suffit de mettre le téléphone sur une page et au lieu d'avoir la page en allemand, vous aurez la page en français. Moi, c'est comme ça. J'ai appris un peu d'allemand pour mes recherches, mais vraiment, je peux pas lire un livre en allemand. Mais j'ai appris beaucoup comme ça. Et donc, renseignez-vous aussi s'il y a, par exemple, un centre de recherche, un musée, si le Stalag, effectivement, est toujours un site qu'on peut visiter, comme c'est le cas justement du Stalag 10B. Ensuite, je vous conseille ces deux livres parce que je viens de finir le premier, je commence le deuxième, et si vous voulez vraiment pousser le contexte, comprendre mieux comment ils ont vécu leur captivité, et, euh, et le deuxième livre de Evelyn Game, ça montre aussi le retour, en fait, comment ils ont vécu le retour, comment ils se sont réinsérés dans la vie quotidienne en France, comment ils ont transmis la mémoire. Donc, ce sont deux universitaires français spécialistes de la question des prisonniers de guerre. Je vous les conseille parce que j'en ai fini un donc et je lis le deuxième. Donc, je vous invite à lire ces deux livres. Alors, petite parenthèse avant de passer aux questions, je vous rappelle que dans le centre, la base de connaissances de Maëvité, je vous voyais ici l'URL, vous avez toujours accès aux enregistrements des webinaires. Donc, de demain ou plus tard jeudi, je pense que cette session sera déjà en ligne ici. Vous voyez aussi que c'est sur cette même page que vous pouvez vous inscrire pour le prochain webinaire. En fin de journée, vous aurez déjà le lien disponible pour le webinaire du mois de juin. Et bien sûr, vous pouvez voir les webinaires précédents de Jérôme. Vous voyez ici l'exemple de la guerre de 1870, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Sur le lien de Legacy Family Tree Webinars, vous avez les mêmes sessions qui sont disponibles. Vous voyez ici un autre webinaire. Donc nous passons aux questions. Alors je vais lire. Alors quelqu'un a demandé est-ce qu'il existe des associations généalogiques de prisonniers par camp? Je suis intéressée par celui de l'Oflag Colditz. Je pense, je ne sais pas Jérôme ce que tu vas dire, mais une simple recherche sur Internet peut renseigner. Je ne connais pas, à ma connaissance, je ne connais pas d'association spécifique par camp, par stalag ou par flag. Je ne sais pas, Jérôme, si tu en as entendu parler, si tu en connais. Non, je dirais exactement la même chose que toi. C'est au coup par coup. Je citais l'exemple de cette association, la première association nationale, qui concerne les officiers, hein, qui s'appelle Mémoire et Avenir. Mais c'est un exemple. Elle a fusionné toutes les petites amicales dispersées qui concernaient les camps d'officiers. Mais pour les stalags, effectivement, je pense qu'il faut aller un petit peu enquêter sur Internet, aller à la pêche pour voir s'il y a des amicales, des associations, voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait une liste générale, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Non, moi non plus. Alors, quelqu'un demande la prochaine date pour les demandes sur le site de la Croix-Rouge. Alors, si je me souviens bien, c'est le 26 septembre. Et effectivement, quelqu'un a écrit qu'il faut être rapide parce que généralement c'est fini le quota est rempli au bout de 2 heures. Par expérience, je peux vous dire, essayez de vous connecter, vérifiez le lien même avant. Normalement, c'est ouvert à je crois que c'est à 8 heures du matin, heure de Genève, mais je me souviens que moi j'ai fait la demande, c'était juste quelques minutes avant, le lien était déjà ouvert, donc n'hésitez pas, notez-le, c'est le 26 septembre, c'est pour le prochain jour où les demandes seront, le lien des demandes seront ouverts. Alors, il y a quelqu'un belge qui demande donc pour les soldats belges, quelles sont les sources donc, qui concernent spécifiquement les soldats belges? Si tu veux, Jérôme, je peux répondre. Oui, parce que là, je ne connais pas le sujet. Donc, alors, donc l'équivalent des registres matricules français, donc ce sont les dossiers individuels de service. Alors, pour ce qui concerne les soldats nés avant 1890, il faut passer par le centre de documentation du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, qui est à Bruxelles.
Et pour les soldats qui sont nés après 1890, c'est aussi à Bruxelles, au Centre de documentation historique des forces armées. Dans les deux cas, il faut se déplacer, c'est sur rendez-vous. Les heures d'ouverture ont été encore réduites, donc il est possible sur le site du musée royal d'avoir les références des dossiers via un index, mais cet index n'est pas complet. Donc, si vous ne trouvez pas votre soldat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dossier. Donc, le mieux, il faut se déplacer ou envoyer quelqu'un sur place. Voilà. Voilà pour la spécificité des soldats belges. Alors, une autre question. Alors, voilà, je crois que c'est encore quelqu'un qui a demandé pour les soldats belges. Mon grand-père a été interné au Stalag 8A. Il était soldat belge. Savez-vous s'il y a des archives accessibles pour les prisonniers de guerre belges? Ce serait bien. Je viens de répondre. Et puis sinon, toutes les sources mentionnées enfin les autres sources mentionnées par Jérôme, comme donc la Croix-Rouge à Rolsen, donc concerne aussi évidemment les soldats français comme les soldats belges. Une autre question, mon grand-père marocain faisait partie du 4e régiment des tirailleurs marocains, pardon. Il a été prisonnier en Allemagne jusqu'en 1945. Les ANOM ne conservent pas les dossiers matricules des Marocains. Avez-vous des conseils? Alors là, Jérôme, c'est pour toi parce que je ne sais pas. Est-ce que tu peux répondre? Alors, il faudrait savoir quand ce militaire a quitté le service, s'il a continué après la guerre, s'il a continué à servir dans les tirailleurs après la guerre. Je veux dire par là qu'il faudrait peut-être un peu affiner la génération, mais de toute façon, soit ce soldat a un dossier individuel à son nom, un dossier de pension au service historique de la Défense à Vincennes, soit un état signalétique et des services qui devrait être conservé dans l'antenne du SHD, au centre d'archives du SHD de Pau. Donc les coordonnées se trouvent sur le portail du service historique de la Défense, sur le site internet du service historique de la Défense. Mais quoi qu'il en soit pension, soit état signalétique et des services, dès lors que vous avez les références de ce régiment, que vous connaissez précisément ce régiment de tirailleurs marocains, eh bien, vous allez pouvoir trouver dans les archives, dans les fonds du SHD, du service historique de la Défense, vous allez pouvoir trouver au moins le document qui vous renseignerait précisément, enfin qui vous donnerait les éléments qui après pourront vous permettre de prendre en route les différentes étapes que nous avons décrites tout à l'heure. Voilà, qui s'appliquent à tous nos soldats de l'armée française, que tirailleurs ou fantassins ou artilleurs. Voilà. Très bien. Alors, merci Jérôme. Une autre question. Comment retrouver une ferme en particulier? Mon grand-père travaillait dans une ferme rattachée au Stalag 6F. J'ai affiné jusqu'aux alentours de la ville de Wuppertal, mais ensuite. Est-ce que tu as Alors, non. Ensuite, c'est très difficile si notre auditeur n'a pas trouvé dans les documents consultés ici et là, comme je les ai décrits à propos, alors par exemple un rapport qui figurerait dans les fonds des archives nationales ou peut-être aux archives diplomatiques sur ce camp et sur les différents commandos, qui pourraient fournir des indices de localisation au détour d'un état qui a été dressé ou au détour d'une correspondance. Non, il n'y a pas de solution miracle. Il faut, je trouve que déjà que notre auditeur a mené un travail, a mené un beau travail de recherche, puisque déjà la ferme est presque localisée. Maintenant, c'est en réunissant un faisceau d'indices que ça pourrait peut-être être affiné, mais sans solution miracle et surtout sans garantie.
Oui, je dirais qu'en fait, il faut pas hésiter si vous avez par exemple une photo du prisonnier sur place à le partager, à le mettre en ligne, parce que moi c'est comme ça que j'ai retrouvé la famille, la ferme, parce que j'avais des photos de mon grand-père, plusieurs photos où justement il était devant la ferme et en fond il y avait le clocher du village. Alors je savais le nom évidemment du village. Comment? Parce qu'en ayant le numéro de commando que j'avais sur en fait les lettres, les cartes qu'il avait envoyées, qui avaient été conservées, quelques-unes, et une photo. En fait, à chaque photo qu'il avait envoyée à ses parents pendant la captivité, il y avait son numéro de commando. Quand moi j'avais contacté le centre de mémoire du Stalag, il m'avait donc donné le nom du village. Et en fait, j'ai partagé toutes ces photos en ligne sur le blog de My Heritage quand j'ai commencé la recherche et une lectrice du blog a reconnu en fait le clocher de son village et a dit qu'elle reconnaissait aussi, elle savait qui était la famille, elle reconnaissait en fait la ferme et les enfants qui étaient sur les photos. Donc il faut vraiment tout essayer et partager et avoir un peu de chance effectivement. Alors, une autre question. Mon oncle Jacques Momus était prisonnier en Allemagne dans le même stalag que François Mitterrand. Ils ont effectué ensemble 2 tentatives d'évasion, dont la seconde fut la bonne. Auriez-vous des précisions à ce sujet? Car des recherches sur François Mitterrand ont sûrement été effectuées. Mon oncle est décédé en 1958, dans des conditions pour le moins suspectes. Est-ce que tu sais, Jérôme, s'il y Alors, a... non, 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 aucune information particulière, mais je crois c'est que vachement notre intéressant. auditeur a raison. Il y a Oui. certainement des archives et à consulter, ne serait-ce, enfin, je sais pas si notre auditeur a fait ce parcours de recherche en archives tout simplement en reconstituant pas à pas le parcours de son oncle, parce que de toute façon, les dossiers de camp, etc., peuvent receler quelques pistes qui répondraient, en tout cas quelques indications qui répondraient à ces questions. Mais sur l'histoire particulière de François Mitterrand, non, non, j'ai rien j'ai aucune information à ce sujet. Alors, quelqu'un demande quelle est la différence entre AK et KD retrouvés sur les photos sous le numéro du prisonnier du Stalag 10C. Alors, je pense que AK, c'est Arbeit Kommando, commando de travail. Et Oui, j'imagine et que K, le KD, c'est commando, non? Qu'est-ce que ça peut être? Moi, sur les je miennes, vois c'est pas. AK, toujours. Oui, parce que sinon, est-ce que la personne est sûre d'avoir lu KD Ouais, ou KG pour Krieg, pour ou prisonnier de guerre en allemand, exact. Kriegsgefangene, Oui, Gefangen? oui, Euh, oui, Pardonnez-moi pour effectivement. mon allemand, Non, non, la dame dit mais bien cadet. Très bien. KD. Bon, ben, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que c'est tout simplement pour commando, je sais pas. Moi non plus, je Oui, n'ai oui, pas vu oui, ce cas de figure. l'abréviation de commando. Oui. Voilà, alors quelqu'un redemande si je peux répéter le nom des 2 livres. Oui, alors le premier c'est Yves Durand, prisonnier de guerre dans les Stalag, les Off-Flag et les commandos, 1935-1945. Et le deuxième livre est de Evelyne Gem, Gayme, prisonnier de guerre, vivre la captivité de 1940 à nos jours. Mais vous pourrez évidemment revoir les 2 livres dans l'enregistrement dès que ça sera en ligne. Voilà. Je crois que j'ai passé toutes les questions et donc nous allons pouvoir boucler, finir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Jérôme, pour cet exposé sur ces recherches qui sont toujours passionnantes. Et je souhaite à tout le monde de trouver les réponses à vos questions. Merci, Eh Jérôme, et bien, merci à tous. merci à toi pour ton accueil et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.